Bonjour à toutes, bonsoir à toutes et tous. Merci infiniment de vous être abonnés à cette chaîne Jérôme Pinte. Dans le cadre de les Nuits de la lecture, dont le thème cette année est les patrimoines, je vais vous partager un extrait du roman de Pierre Hadrian, Que reviennent ceux qui sont loin, un livre que j'avais partagé lors de l'atelier lecture et que je vous repartage ce soir dans ce cadre, donc dans le cadre de ces nuits de la lecture. Voilà. Je vais vous lire la citation qui était en préambule de l'ouvrage de César Pavese, extrait du Le métier de vivre, qui dit: pour que la gloire soit agréable, il faudrait que les morts ressuscitent, que les vieux rajeunissent, que reviennent ceux qui sont loin. Nous l'avons rêvé dans un petit cadre parmi des visages familiers qui pour nous étaient le monde, et nous voudrions voir maintenant que nous avons grandi, le reflet de nos entreprises et de nos paroles dans ce cadre. Ils ont disparu, ils sont dispersés, ils sont morts. Ils ne reviendront jamais plus. Et alors nous cherchons autour de nous, désespérés, nous cherchons à reconstituer ce cadre, ce petit monde qui nous ignorait, mais qui nous aimait et devait être étonné par nous. Mais il n'existe plus. Je ne revins pas à la grande maison par hasard. On ne retourne jamais quelque part par hasard. Secrète, sans doute, j'avais mes raisons, après tant d'années, de revoir la grande maison au mois d'août. Il y avait le temps qui passait et la certitude désormais que rien n'était éternel. Un jour viendrait où ce paysage tel que je l'avais laissé enfant n'existerait plus. Il appartiendrait à d'autres. Il serait abattu et reconstruit. D'autres familles s'y retrouveraient en été et les enfants, d'autres noms, joueraient sous les arbres. Grand-mère allait bientôt mourir. Grand-père était déjà mort. Les oncles et les tantes, les cousins vieillissaient. Longtemps, j'avais préféré des pays plus lointains, des mers qui étaient chaudes et me semblaient plus belles. J'avais abandonné la grande maison, certain qu'elle serait là pour toujours. Elle n'avait pas besoin de moi. Elle m'attendrait de toute façon. Je sais désormais que c'est un mépris immature qui me faisait penser cela, ou bien l'orgueil des 20 ans, car j'avais cru voir le monde. J'avais connu d'autres mois d'août, et il le fallait bien. Au fond, pour découvrir mon erreur, après m'être trompé, je voulais savoir ce que je pressentais avant d'autres vieillesses et l'évanouissement de nouveaux visages. À la grande maison, depuis toujours, c'est-à-dire depuis que j'existe, rien n'avait changé. Là, sur la route de la mer, après le portail blanc, dissimulé derrière les haies de Troène, les tilleuls et les hortensias, se trouvaient les vacances d'août en Bretagne. Cet été-là, je revins avec un sentiment familier, mais que j'identifiais seulement, celui de renouer avec un bonheur certain. Chaque année se rejouaient ici les mystères d'une vie entière, résumés en quelques semaines. Il y avait d'abord la monotonie des jours qui se confondent, et puis l'attente. Avant le basculement de la mi-août, la précipitation douloureuse de dernière soirée dans la lumière d'automne, déjà la fin. Août était le mois qui ressemblait le plus à la vie. J'étais monté dans le train de l'Ouest. Une fois passé Rennes, les voitures se vidèrent à mesure qu'on s'enfonçait vers la mer. À Brest, malgré le temps laissé par la correspondance, je n'avais pas fait l'effort de descendre sur le port de commerce, ni même de regarder les vitrines des boutiques rue de Siam. J'avais attendu devant la gare, entre la rotonde et les taxis. On voyait la rade et les grues plus loin. Un bâtiment militaire mouillé. J'avais pris le car des Abers, qui desservait les bourgs du pays. Il était vide. Dans le fond, seulement prostré sur son téléphone, un garçon qui devait avoir l'âge d'être au lycée. Le car avait emprunté de longues routes venteuses qui coupaient la fougère entre les champs. Des routes qui s'arrêtent puis s'élancent à nouveau après chaque rond-point. Dans les bourgs aux toits d'ardoise, il desservait des abris en bois autour desquels les adolescents en hiver attendaient le ramassage scolaire sous le crachin en buvant leur soda. L'été, il n'était plus là. Sinon en bande pour descendre tuer le temps. À Brest, ne rien faire, errer et aller prendre un pot au café. Enfin, le car me relâcha dans un halètement au bord d'une route de campagne, entre le dernier bourg, le port et l'océan. Je refermai le loquet du portail blanc derrière moi.
Le jardin de la grande maison était désert. Il l'était toujours. Le monde entier y passait, mais on ne s'y arrêtait pas. Les enfants jouaient sur la plage et les grands avaient d'autres occupations. On ne pénétrait jamais par le hall principal exposé au nord. Le perron en granit, humide et glissant, prenait le salpêtre et les mousses comme des parois d'église. L'entrée véritable de la grande maison se faisait par la cuisine de l'autre côté, celui de la lumière, de l'allée d'hortensia, de la vigne vierge et des rosiers, de la citerne sur laquelle on s'allongeait après le déjeuner pour jouir du soleil avec le café. Je montais les marches. La porte était ouverte et je ne sais plus qui dit en premier « Tiens, regardez qui voilà, c'est le cousin !» Il s'agissait sans doute d'une tante à la voix cassée. Elle parla sans surprise et demanda si le voyage s'était bien passé. Je souris en hochant la tête et allai l'embrasser. Elle me donna le nom d'une chambre, la bleue, et elle reprit ses occupations. À la grande maison, on s'habituait à vous au premier regard. Vous étiez là, alors pas de manière, pas d'embrassade en trop. C'était une pudeur de famille nombreuse, mêlée à notre besoin d'indépendance. Débordées, les laitantes qui occupaient la maison avaient toujours quelque chose à faire. Pour les courses, les repas, pour le linge, pour grand-mère. En discutant, elles faisaient autre chose. Quand on croisait un nouveau parent ou des amis de passage, la discussion s'engageait toujours de la même façon. « Quand es-tu arrivé ? Quand repars-tu » Les grandes vacances signifiaient la succession des arrivées et des départs des uns et des autres. On ne retenait jamais. Mais quand un visage disparaissait, on devinait qu'il était parti pour de bon. On ne le reverrait plus avant l'année prochaine. Et on acceptait de ne pas le revoir pendant si longtemps, seulement parce qu'il était aussi la promesse du prochain été. Il y a comme ça des gens qu'on ne peut voir à aucune autre époque. Ils sont doutes. À quelques centaines de mètres de la plage, face à la lande où paissaient les chevaux, la grande maison était le quartier général des familles en vacances. Un aïeul l'avait fait bâtir avant les guerres. On l'avait augmenté avec le temps en construisant le salon actuel et son bow window. La maison aux volets blancs était en pierre de granit. C'était une bâtisse robuste et sans fantaisie, austère en hiver des premiers jours gris. Les familles s'étaient éparpillées tout autour dans des corps de ferme, des métairies ou d'anciens logements de pêcheurs. Dans les toits d'ardoise, on avait creusé des fenêtres pour faire entrer la lumière. Mais la grande maison régnait sur cet éclatement familial. Elle faisait autorité, elle logeait le plus de monde, des frères et des sœurs avec leurs enfants, les grands-parents. Et si l'on n'y dormait plus, ayant fait son nid ailleurs, on avait des souvenirs. La grande maison semblait appartenir à tous et à personne. Alors, on était sûr, en faisant halte, d'y trouver quelqu'un. Le salon avait des faux airs de salle des pas perdus. On attendait une voiture qui partait pour Brest, un cousin pour la pêche, la grand-mère qui sortait de sa sieste. Il y avait toujours un oncle pour traîner, un enfant qui lisait sur une chaise, une tante éloignée qui passait dire bonjour. La grande maison était ouverte à tous les courants d'air. L'intimité y était lettre morte. De rares silences subsistaient pourtant en milieu de matinée, après la leçon des petits, à l'heure de la sieste ou lors de la marée haute, quand tout le monde était à la plage. Mais pour être tranquille, il fallait regagner sa chambre, dans les étages, et les chambres aussi semblaient à la fois anonymes, comme celle d'un hôtel, et appartenir à tous. Elles accueillaient des valises chaque été, mais personne ne se serait permis d'y apporter sa décoration personnelle. À quoi bon? Les tables de chevet en merisier, les commodes d'époque, l'armoire qui grinçait, les ampoules noircies sous les abat-jours en crépon, les draps raides et leurs motifs à fleurs. Nous étions tous attachés à cette sobriété sans confort. Nous la respections et aucun ne l'aurait remise en question. Tout changement aurait été vain et prétentieux. C'était le charme de la grande maison. Et je m'en rendais compte en déambulant à la recherche de souvenirs, tirant les tiroirs, ouvrant des placards, désespérément, vides, où roulaient des boules de naphtaline. Je devenais même matérialiste car je croyais au pouvoir de remembrance des objets, à leur signification dans le temps. À la grande maison, nous passions et ils restaient. Les objets étaient immortels. Rien n'avait changé, bougé. Et c'était nous qui changions. La redécouverte des pièces de la maison ressemblait à la visite à un vieux parent. Des retrouvailles un peu forcées, qui ne tiennent que par l'existence d'un commun passé. Sous la mansarde, où j'entendais le vent siffler les nuits de gros temps, il y avait notre mémoire. Ici, combien d'enfants avaient dormi qui étaient devenus grands. Après avoir déposé mes affaires, laissé la valise aux odeurs de voyage, déversé ses fringues au pied du lit, je descendis à la plage. On y arrivait par un sentier qui surplombait la route. Je croisais une mère et ses fils qui remontaient vers le parking.
Les enfants en maillot de bain mouillés se mouchaient dans leurs mains et marchaient d'un pas hésitant comme des funambules. Leurs pieds maculés de vase tentaient d'éviter les cailloux. La mère portait dans ses bras les jeux des plages et parlait du dîner. Il était bientôt 7 heures du soir, mais le soleil qui perçait par intermittence brûlait encore la peau comme à midi. Le chemin débouchait sur le mur de l'Atlantique, une fortification ensablée qui cernait la plage. Depuis la guerre, des centaines de grandes marées et de tempêtes l'avaient dévorée. Elle était devenue un prolongement de la falaise et un terrain de jeu. Je retirai mes chaussures et pour la première fois des vacances, je connus le contact des pieds avec le sable blanc. La mer baissait. Le jusant donnait à la plage une amplitude infinie. Au loin, les bateaux, hameçonnés au corps mort, fléchissaient comme des poissons asphyxiés. Les rares vacanciers en promenade sur la grève semblaient pétrifiés, et les lointains cris d'enfants étaient plutôt balayés par la brise. Dans ce spectacle figé, un homme se serait noyé dans l'indifférence. Mais à cette heure, pour aller chercher quelque profondeur, il aurait fallu marcher indéfiniment dans la mer, une mer transparente et glaciale qui mordait les mollets. Salée, trop salée, comme les mauvaises frites de bistrot. Je tournai le dos à l'eau pour aller saluer tous ceux que je connaissais dans la crique où l'on s'abritait du vent. La famille l'envahissait chaque après-midi. Les visages se précisèrent derrière les lunettes de soleil. Certes, ils s'étaient ridés depuis le temps, mais le hâle rajeunissait les peaux et j'aimais les cheveux gris. « Enfin, il est revenu !» dit un oncle, les mains dans les poches. « Tiens, te voilà, toi ?» dit quelqu'un d'autre. « Mais tu sais, c'est le fils de A !» rappelait-on à une vieille amie de la famille. J'ai dû faire le tour en trébuchant dans le sable, embrasser les uns et les autres, et parler fort, m'imposer, rire de moi. Encore une fois, dire que j'étais arrivé aujourd'hui et je ne repartirai qu'après le 15 août. « Alors, tu verras tes cousins !» ajouta quelqu'un. Les maisons n'étaient qu'à moitié pleines, les mères respiraient une dernière fois avant le raz-de-marée du 15 août. Il y avait là l'oncle François, qui profitait de ses derniers jours de vacances. Lui, c'était convenu, il était de juillet. Chaque année, il éteignait l'alarme et retirait les draps qui recouvraient les fauteuils de la grande maison. Dans sa guimbarde surchargée, il traversait la France entière pour venir en Bretagne. François était le bricoleur, car chaque famille avait le sien. Les vélos, le carburateur, les joints de la salle de bain, la lunette des toilettes, il bricolait. Et en échange de quelques recommandations expliquées, aussitôt aux enfants, cela tenait. Il déployait un mode d'emploi fantasque, qui était aussi le privilège des habitués de la grande maison. Il fallait vraiment que reviennent ceux qui sont loin. Voilà. C'était un extrait donc du livre de Pierre Hadrian, Que reviennent ceux qui sont loin. Et voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à bientôt. Au revoir.